Mon nom, dans le monde de la haute gastronomie, était un secret bien gardé. J'étais telle ombre de la saveur, une critique de restaurant dont l'opinion pouvait ériger ou démolir des empires culinaires avec la même facilité. Mes mots étaient craints, mes évaluations attendues avec anxiété et mes jugements, disait-on, impeccables. Personne ne connaissait mon visage, mon âge, ni même mon genre, ce qui ne faisait qu'accroître le mystère et le pouvoir de ma persona. Cette aura d'anonymat était, en soi, un bouclier et une arme. Je travaillais dans un petit bureau qui sentait le café frais et les vieux livres de cuisine, loin des projecteurs et de l'agitation des restaurants que j'analysais si méticuleusement. La solitude était ma compagne constante, mais je l'embrassais, car elle me permettait une objectivité implacable. Assise devant mon ordinateur, je distillais en phrases courtes et affûtais les heures d'observation et de dégustation. C'était un jeu fascinant, un balai entre le plaisir et la critique, où la perfection était toujours l'objectif. Pendant de nombreuses années, cette vie m'a suffi. L'adrénaline d'une nouvelle découverte, la joie de trouver un plat vraiment innovant, la satisfaction d'exposer la médiocrité masquée. Tout cela remplissait mes journées. Je me considérais comme une gardienne du palais, une sentinelle de la qualité. Il n'y avait pas de place pour les sentiments personnels, pour des liens qui pourraient troubler la pureté de mon analyse. J'étais une machine à juger, et j'en étais fière. Mais, au fond, il existait une petite flamme de désir pour quelque chose de plus. Quelque chose qui allait au-delà du goût et de la texture, quelque chose qui touchait l'âme. Je voyais des chefs passionnés, leur cuisine comme des extensions de leur cœur, et je me demandais ce que ce serait d'avoir cette connexion avec quelque chose, ou avec quelqu'un. Cette curiosité, d'abord juste un murmure, commençait à devenir un cœur, augmentant de volume à chaque nouvelle étoile Michelin que j'accordais ou refusais. Puis, la nouvelle d'un nouveau talent commença à circuler dans les cercles gastronomiques souterrains. Un jeune chef, presque inconnu, qui ouvrait un restaurant modeste dans un quartier vibrant mais sans prétention. Les rumeurs étaient rares, mais intenses. Sa cuisine était différente, innovante, avec une touche personnelle qui captivait. Ma curiosité fut aiguisée, et une sensation étrange, une légère excitation, commença à bouillonner en moi. Il était temps d'une nouvelle mission. La façade du « goût caché » était aussi modeste que les rumeurs. Une petite enseigne en bois, quelques plantes bien entretenues à l'entrée et une odeur invitante qui s'échappait par la porte entr'ouverte. J'entrai discrètement, comme je le faisais toujours, m'asseyant dans un coin où je pouvais observer sans être remarqué. L'ambiance était chaleureuse, avec des tables en bois simple et un éclairage doux qui créait une atmosphère intime. Tout là-bas semblait fait avec amour, loin de l'ostentation que je voyais tant dans d'autres établissements. C'est alors que je le vis. Un jeune chef, son tablier taché de farine et un sourire facile, se déplaçant avec une agilité impressionnante dans la cuisine ouverte. Ses yeux brillaient de passion tandis qu'il dressait les plats, chaque mouvement un ballet de précision et d'art. Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, une énergie pure et contagieuse que je rencontrais rarement. Moi, la critique impassible, je me surpris à sourire, un événement rare. Le premier plat arriva, et avec lui, une explosion de saveurs qui me transporta. C'était un simple risotto aux champignons, mais chaque grain de riz semblait raconter une histoire, chaque champignon exhalait l'essence de la forêt. C'était plus que de la nourriture, c'était une expérience, un voyage pour les sens. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée, sentant la maîtrise derrière chaque ingrédient. Il ne cuisinait pas seulement, il s'exprimait. Je retournais au goût caché, d'autrefois, toujours incognito, toujours fasciné. Je l'observais interagir avec son équipe, avec les clients, toujours avec la même humilité et passion. Il ne cherchait pas la célébrité, ne semblait pas se soucier du buzz de la critique gastronomique. Son seul objectif était l'art de cuisiner, la joie de nourrir les gens. Et moi, la critique au cœur de pierre, commençais à ressentir quelque chose de différent, quelque chose qui allait au-delà de l'admiration professionnelle. Pour la première fois depuis des années, je sentis une chaleur étrange dans ma poitrine, une légèreté qui ne venait pas d'un plat bien exécuté. J'étais en train de tomber amoureuse. Non pas de la nourriture, bien qu'elle fût divine, mais de l'homme derrière elle. De son sourire, de son dévouement, de son âme exprimée dans chaque plat. Ma façade des ombres de la saveur commençait à se fissurer, et en dessous, émergeait une femme qui désirait plus que la seule perfection culinaire. La passion que je ressentais pour lui commença à se mêler à mon professionnalisme, quelque chose que j'avais juré de ne jamais permettre. Moi, l'impersonnelle ombre de la saveur, j'étais maintenant confrontée à un dilemme. Comment pourrais-je aider l'homme qui m'enchantait, sans compromettre l'intégrité de mon identité secrète, et plus important encore, de ma propre éthique? La réponse, décidai-je, serait un acte d'amour et de stratégie. Je l'aiderais de la seule manière que je connaissais, en utilisant ma plume comme un pont vers son succès. Je passais des jours et des nuits à élaborer la critique parfaite.
Chaque mot fut choisi avec une précision chirurgicale, chaque phrase construite pour évoquer l'émotion que sa cuisine me procurait. Ce ne serait pas une critique ordinaire. Ce serait une ode, un appel à l'attention pour un talent qui, à mon humble avis, était sur le point de révolutionner la scène gastronomique. Je décrivis les saveurs, les textures, l'atmosphère du goût caché, avec une passion qui n'avait jamais transparaître dans mes textes auparavant. Ma critique n'était pas seulement un éloge, c'était une invitation pour le monde à découvrir ce que j'avais découvert. Je parlais de l'âme de ses plats, de l'humilité de son service, de l'authenticité de sa proposition. Je tins à souligner qu'il n'était pas un chef prétentieux, mais un artiste qui cuisinait avec son cœur. Cette critique serait la bombe qui le lancerait vers la célébrité, la flèche qui le sortirait de l'obscurité. Lorsque la critique fut publiée, la réaction fut immédiate et accablante. L'article se répandit comme une traînée de poudre, et le « goût caché » cessa d'être un secret bien gardé pour devenir l'endroit le plus prisé de la ville. Réservation complète pendant des mois, file d'attente devant la porte, chef renommé faisant des pèlerinages pour goûter ses plats. Son nom était sur toutes les manchettes, et la célébrité que j'avais prédite et orchestrée devint réalité en très peu de temps. Observé de loin, son succès était un mélange aigre-doux. Je me sentais fière, comme une mère qui voit son enfant s'épanouir, mais aussi un peu invisible. Il était au centre de la scène, recevant tous les applaudissements, sans savoir que la main qui l'avait propulsé était la mienne. Mais je me consolais avec l'idée que, bientôt, la vérité éclaterait, et mon amour secret trouverait enfin son chemin vers la lumière. Mon espoir était qu'il me voie comme une femme, et pas seulement comme la critique. Avec le succès du « goût caché » consolidé, je sentis qu'il était temps de passer à l'étape suivante. La ville entière parlait de lui, et moi, l'orchestratrice silencieuse, était prête à sortir de l'ombre. Je planifiais chaque détail de ma révélation comme si c'était la plus importante des critiques que j'ai jamais écrites. Je voulais que ce soit un moment inoubliable, un conte de fées moderne où la critique anonyme rencontrerait enfin son prince-chef. Mes mains tremblaient un peu de nervosité, mais aussi d'une excitation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je choisis une soirée de gala, un événement caritatif où il serait honoré comme la grande révélation culinaire. Je préparais un discours bref, mais sincère, où je confesserais mon amour et la vérité derrière son succès fulgurant. J'imaginais ses yeux surpris, puis la compréhension, et finalement, la joie. Nous serions le couple sensation, la preuve que l'amour peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, même entre une critique implacable et un chef talentueux. L'image dans mon esprit était parfaite. Le jour de l'événement, je me vêtis avec soin, choisissant une robe qui reflétait la femme que je voulais être pour lui. Élégante, forte, mais aussi vulnérable. En m'approchant du lieu, mon cœur battait la chamade, un rythme de tambour qui annonçait le grand moment. Je le vis sur scène, souriant, recevant les applaudissements. Il était la personnification du succès, et moi, la femme dans les coulisses, prête à le rejoindre. Le moment de mon discours arriva. Je montai sur scène, les projecteurs sur moi pour la première fois. Je pris une profonde inspiration, cherchant ses yeux dans la foule. Il me regarda avec curiosité, sans aucune reconnaissance. Je commençai à parler, ma voix un peu altérée par l'émotion, de elle ombre de la saveur, et de la passion qui l'avait guidée jusqu'au goût caché. Chaque mot était un morceau de mon cœur que je livrais. Lorsque je révélai mon identité, la salle devint silencieuse. Un silence dense remplit l'espace, et tous les regards se tournèrent vers lui. Finalement, nos regards se rencontrèrent. Mais au lieu de la joie que j'attendais, je vis un mélange de choc, de confusion et, à mon désespoir, une ombre de méfiance commençait à se former dans ses yeux. Ce moment, que j'avais rêvé magique, prenait une tournure inattendue et douloureuse. Le silence dans la salle semblait durer une éternité, lourd et oppressant. Quand il parla enfin, sa voix était froide, coupante, et chaque mot me frappa comme un coup. « Toi » dit-il, et il y avait de l'incrédulité mêlée à un ton d'accusation. « L'ombre de la saveur ? Alors, c'est toi qui as fabriqué tout ça ? Mon succès, ma réputation, c'était toute une construction de ta part ?» La joie sur son visage s'était transformée en une expression de trahison, et mon cœur se brisait à chaque syllabe. J'essayais de m'approcher, d'expliquer, mais il recula, les yeux fixés sur moi, mais sans vraiment me voir. « Comment puis-je savoir maintenant ?» continua-t-il, la voix altérée par la colère et le chagrin. « Comment puis-je être sûr que l'amour des gens est pour moi, pour ma cuisine, et non pour la réputation que tu m'as donnée ? Tu m'as pris ça. L'authenticité, la pureté de mon travail, tu as tout souillé avec ton aide. » Ces mots étaient des couteaux, chacun perforant l'image de conte de fées que j'avais construite. Je voyais la douleur dans ses yeux, mais c'était une douleur qu'il me dirigeait, comme si j'étais la méchante de l'histoire. Mes tentatives d'argumenter, d'expliquer que mon amour était authentique, que la critique était le reflet de son génie, furent vaines. Il ne pouvait pas m'entendre,
piégée dans le réseau de méfiance que ma révélation avait tissé. Je n'ai pas besoin d'un succès fabriqué, prononça-t-il, la voix maintenant un murmure de désillusion. Je voulais construire quelque chose par moi-même, avec mes propres efforts. Et maintenant, je ne saurai jamais si ce que j'ai conquis est vraiment à moi. Tu m'as privé de la chance de découvrir cela. Et avec ces mots, il se retourna, quittant la scène, me laissant là, seul, sous les projecteurs qui célébraient auparavant son triomphe. La salle commença à murmurer, les regards de curiosité se transformèrent en pitié, et dans certains cas, en jugement. J'étais exposée, vulnérable, et l'amour que j'espérais voir fleurir, se flétrit devant mes yeux. L'amère réalité était que ma tentative de construire une romance avait abouti à une barrière infranchissable de méfiance. Mon acte d'amour, distordu, était devenu le poison de notre histoire. Je quittais la scène, la honte me consumant, et l'écho de ces mots résonnant dans mon esprit. Ce moment, qui aurait dû être l'aboutissement d'un rêve, s'était transformé en mon pire cauchemar. Moi, elle ombre de la saveur, habituée à dicter les destins avec mes mots, j'étais maintenant à la merci de la désillusion d'un homme que j'aimais. Le goût de la victoire, que j'espérais savourer, était amer, teinté de regret et d'une douleur profonde. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de elle, ombre de la saveur, et du jeune chef devint le potin de la ville. Mon identité fut révélée, et avec elle, un flot de spéculations et de jugements. Certains me louaient pour mon audace, d'autres me condamnaient pour avoir manipulé le succès de quelqu'un. Mais aucune des opinions n'importait autant que la sienne. Je le cherchais, tentais d'expliquer à nouveau, mais il refusa de me voir, de m'écouter. Je reçus un message de lui, bref et définitif. Il disait qu'il ne pouvait pas me regarder sans remettre en question tout ce qu'il avait construit. Que le doute jeté sur son succès était un fardeau qu'il porterait pour toujours, et que j'en étais responsable. Il me dit qu'il ne saurait jamais si l'amour des gens était pour lui ou pour la réputation que j'avais créée, et cette méfiance, il le savait, ne l'abandonnerait jamais. Ma tentative de construire un amour avait abouti à une méfiance insurmontable. Moi, qui avais toujours été la reine de l'objectivité, je m'étais permis le plus grand des subjectivismes, et le résultat fut catastrophique. L'ironie était cruelle. Mon arme la plus puissante, la plume, s'était retournée contre moi. Celle qui érigeait des empires, avait maintenant abattu mon propre rêve d'amour. Je vécus avec le poids de ce rejet, avec la conscience que, dans mon désir d'aider et d'aimer, j'avais fini par détruire ce que je désirais le plus. Elle, ombre de la saveur, continua son travail, mais maintenant avec une cicatrice invisible, un rappel constant que tous les contes de fées n'ont pas une fin heureuse. La solitude, qui auparavant était un choix, était maintenant un fardeau, et la méfiance que j'avais plantée dans son cœur, résonnait, pour toujours, dans le mien.